Je m'appelle Olivier Robineau, je suis maître de conférence en maladies infectieuses et tropicales et j'enseigne à la faculté de médecine de Lille et je suis clinicien au sein du centre hospitalier de Tourcoing dans le service universitaire des maladies infectieuses. Donc aujourd'hui, nous allons parler des atteintes extra-respiratoires de la Covid-19. C'est une question en fait intéressante au sens où les symptômes extra-respiratoires sont extrêmement fréquents. On le voit déjà dans ces données, les données ISARIC, qui sont en fait les données récoltées par l'OMS depuis le début de l'épidémie, et qui montrait déjà au mois de mai qu'un certain nombre de symptômes étaient associés, étaient très fréquemment associés. Alors là, vous avez sur l'axe des abscisses, donc la barre horizontale, vous avez les types de symptômes, les types d'associations de symptômes, et dans les ordonnées, donc la barre verticale, vous avez la fréquence des différentes associations de symptômes. Et on voit par exemple que l'association la plus fréquente, c'est la fatigue, associée à une diminution d'une sensation de souffle coupé, une histoire de fièvre et un autre symptôme. Et donc on voit qu'un autre symptôme, c'est très fréquent. Dans les 10 premières formes syndromiques de cette maladie, il y a un autre symptôme associé. Donc les autres symptômes, quels sont-ils? Eh bien, on voit dans cette étude, toujours dans l'étude ISARIC, que les symptômes les plus fréquents, autres que ceux présentés sur la diapositive précédente, sont des symptômes digestifs, avec les vomissements, les nausées, les douleurs abdominales, les diarrhées, les symptômes neurologiques avec les céphalées, headache, les douleurs thoraciques et les douleurs articulaires, et il y a également des symptômes un peu moins fréquents, mais qui sont également présents, des symptômes cutanés, des symptômes ophtalmologiques, des saignements, des adénopathies. Alors, on voit dans cette série de symptômes qu'il n'y a pas la fameuse anosmie, donc la fameuse disparition de l'odorat ou du goût, tout simplement parce que cette étude a été designée au tout début de l'épidémie et on ne savait pas encore que ce symptôme allait être prépondérant chez ces patients. Donc évidemment, il y a ce symptôme en plus de cela qui s'ajoute à ces symptômes-là. Et d'ailleurs, on n'en parlera pas aujourd'hui, il y a une session particulière sur les symptômes ORL de la maladie Covid-19. Donc tout ça pour dire qu'à la phase aiguë de la maladie, il y a déjà une grande hétérogénéité dans les cadres syndromiques que peuvent présenter les patients, avec toujours cette unité qu'est la fièvre, la fatigue, que l'on retrouve dans toutes les infections respiratoires et ORL. Alors la question c'est, est-ce que ces symptômes sont vraiment spécifiques de l'infection liée au Covid-19, liée au SARS-CoV-2 ? Eh bien, on se rend compte dans une étude qui est sortie tout récemment que la fièvre, la toux, la dyspnée, la fatigue, les douleurs articulaires, les diarrhées, le nez qui coule, les vomissements et les nausées sont en fait des symptômes que l'on retrouve également avec une fréquence quasi similaire dans les autres infections virales, avec dans ce papier une comparaison avec les données de l'épidémie H1N1. Donc il y a quelques petites différences, notamment la fatigue semble être un petit peu plus fréquente, la fièvre un petit peu moins importante que dans une épidémie, que chez les patients qui atteints de H1N1, mais globalement ces symptômes sont fréquents. Et ce ne sont pas des symptômes donc uniquement respiratoires, c'est ce qu'on appelle le syndrome pseudo-grippal, que l'on retrouve dans la plupart des pathologies pulmonaires, dans les pathologies virales de la sphère aérienne. Alors ces symptômes, est-ce qu'ils sont différents selon les âges? Donc là vous avez les principaux symptômes qui sont développés selon en fait les tranches d'âge, et on voit les courbes bleues représentent en fait la fréquence selon les différentes tranches d'âge. Et on voit que la courbe n'a pas du tout la même allure selon les symptômes, et par exemple le syndrome confusionnel est plus fréquent chez les personnes âgées que chez les plus jeunes ou que chez les plus jeunes. Donc ça, ce sont des données qui montrent qu'il y a probablement un caractère également polymorphe de l'infection par le SARS-CoV-2 lié à l'âge et également lié aux comorbidités que l'on retrouve également avec l'âge. Alors une fois qu'on a parlé de ces symptômes, on va dire fréquents, que l'on retrouve également dans les autres symptômes, dans les autres pathologies virales, eh bien, il faut s'intéresser aux données un peu plus spécifiques de cette infection par le SARS-CoV-2. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'atteintes neurologiques, d'atteintes ophtalmiques, d'atteintes dermatologiques, d'atteintes cardiovasculaires, d'atteintes hépatiques, rénales et gastro-intestinales. Et donc, c'est quand même une pathologie qui nous a étonnés par l'intensité des symptômes
associés à l'atteinte respiratoire. Et donc, il y a un mécanisme physiopathologique probablement qui peut expliquer tout cela. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'il y ait des atteintes extra-respiratoires? La réponse est non, au sens où tous les virus ont un tropisme préférentiel vers un organe, c'est-à-dire qu'ils préfèrent, par exemple, le virus de la grippe préfère les voies aériennes supérieures, les entérovirus préfèrent le tube digestif, mais ils peuvent également infecter d'autres organes. Et par exemple, pour le SARS-CoV-2, la clé qu'il utilise pour entrer dans la cellule est au final assez ubiquitaire. Et donc on comprend tout à fait que ce virus puisse atteindre différents organes. Il ne faut pas oublier les conséquences psychiatriques de l'infection par le SARS-CoV-2, au sens où des phénomènes psychiatriques peuvent être associés à une infection aiguë, une décompensation d'une pathologie antérieure, mais également une pathologie psychiatrique peut se développer secondaire à une infection, que ce soit lié à la maladie, à l'infection en elle-même, mais également au contexte dans lequel cette infection survient. Alors, quels sont les aspects neurologiques de la pathologie à SARS-CoV-2? Alors, il y a un certain nombre de papiers qui ont été écrits sur les atteintes neurologiques, qui malheureusement se basent sur des petites séries de patients. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans ces articles? On retrouve essentiellement des atteintes neurologiques périphériques, mais également des atteintes neurologiques centrales. Et donc les atteintes neurologiques centrales, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très très peu associées à la présence du virus dans le liquide céphalorachidien. Donc ce qui pose la question de l'étiologie, de l'origine de ces symptômes. Est-ce que c'est le virus qui se trouve au niveau central, ou est-ce que c'est la réaction inflammatoire qui entraîne des symptômes centraux? Donc les méningites sont rarissimes, il y a des encéphalopathies, une inflammation aspécifique du système nerveux central, des accidents vasculaires cérébraux, mais les accidents vasculaires cérébraux, la causalité, le lien avec l'infection est encore à discuter, au sens où c'est des événements extrêmement rares. Il n'est pas dit qu'il ne serait pas survenu tout de même chez ces patients dans un autre contexte inflammatoire, ou même indépendamment du contexte inflammatoire. Pour les atteintes neurologiques, il y a des symptômes type de paresthésie qui ont été décrites, mais qui également n'ont rarement été objectivés par des examens complémentaires visant à rechercher l'atteinte périphérique. Sur le plan cardiovasculaire, alors là, il y a une physiopathologie discutée qui peut expliquer l'importance et la fréquence des atteintes cardiovasculaires. Alors les atteintes cardiovasculaires, lesquelles sont-elles? Il y a donc la myocardite, le syndrome coronarien aigu, l'insuffisance cardiaque, l'arythmie et le choc cardiogénique. Alors évidemment, ces différentes pathologies ne surviennent pas chez les mêmes patients, et on peut se demander si certains, notamment l'insuffisance cardiaque, sont dus non pas spécifiquement à l'infection par le SARS-CoV-2, mais plutôt par la décompensation liée à l'infection virale d'une tare sous-jacente, c'est-à-dire d'un antécédent d'insuffisance cardiaque. Donc en fait, ça c'est quelque chose que l'on connaît bien en maladie infectieuse, c'est que les patients ils font certes leur infection, mais pour peu qu'ils aient des facteurs de risque, des pathologies autres, des comorbidités sévères, eh bien, ces comorbidités se décompensent pendant l'épisode aigu de l'infection, et donc on a des patients qui passent en arythmie, qui font de l'insuffisance cardiaque parce qu'ils ont déjà en fait des antécédents qui peuvent favoriser cela. Après, il y a un phénomène physiopathologique qui est que le virus utilise le récepteur ACE2 pour entrer dans la cellule, et ce récepteur se trouve dans le système cardiovasculaire. Donc on peut imaginer que le Covid-19, que le SARS-CoV-2 a une implication directe dans l'apparition de certains événements. Pour ce qui est des myocardites et des péricardites, eh bien, il y a évidemment le tropisme du virus sur le système cardiovasculaire, mais il y a également la réaction inflammatoire systémique qui peut favoriser ce type d'événement, et ça se voit assez fréquemment dans les infections virales, et notamment dans les infections virales qui ont un tropisme au niveau des voies aériennes supérieures. Les myocardites et les péricardites en période de grippe sont également retrouvés de manière assez fréquente. Alors on peut se poser la question de l'origine de ces lésions.
Pour les rash simples cutanées, ça peut être uniquement dû à l'invasion virale, comme on le retrouve dans un certain nombre d'infections virales. Pour ce qui est des atteintes plutôt à type d'engelure ou échymotique, eh bien on sait que le SARS-CoV-2 a un tropisme pour le système vasculaire, et notamment pour les capillaires, et donc c'est un reflet de l'atteinte capillaire. Ça peut être un reflet de l'atteinte capillaire liée au SARS-CoV-2. Alors, il y a également, pour tout ce qui est engelure, le mécanisme est loin d'être aussi clair que cela. Alors, quelles sont les causes de ces lésions? Il peut y avoir une réponse immunitaire aux nucléotides viraux, et donc qui entraîne des rash cutanées. Ça se retrouve également dans tout un tas d'autres pathologies virales, hein. Le fait d'avoir un rash cutané lorsqu'il y a en période d'invasion virale est quelque chose d'assez commun. Il peut également y avoir la notion de vascularite et de vasculopathie thrombotique. On sait que le SARS-CoV-2 entraîne une atteinte capillaire, et donc le reflet cutané de l'atteinte capillaire, ce sont les lésions purpuriques ou les lésions échymotiques. Il y a également la iatrogénie, hein. Un certain nombre de patients ont pris des traitements de médecine un peu parallèles, ou des anti-inflammatoires qui peuvent entraîner éventuellement des ecchymoses, certains anti-inflammatoires. Et il y a également les conséquences indirectes de la pandémie, que sont la sédentarisation, qui peut également favoriser l'apparition notamment d'engelures. Pour ce qui est des atteintes digestives, donc on l'a vu dans les premières diapositives, les diarrhées sont assez fréquentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les diarrhées semblent être associées à une atteinte grave de la Covid-19. Et en tout cas, ce qui est en tout cas certain, est associé à l'hospitalisation, et ce, de manière indépendante de l'âge ou d'autres comorbidités. Alors évidemment, les diarrhées arrivent un peu plus fréquemment chez les sujets âgés, et donc c'est probablement un symptôme que l'on retrouve à l'hôpital de manière fréquente chez les sujets âgés. Mais même si les diarrhées apparaissent chez des sujets moins âgés, chez les personnes de moins de 60 ans, eh bien, il y a quand même un plus haut risque d'être hospitalisé quand on a ce symptôme. Donc c'est un critère de gravité. Les raisons sont encore assez peu connues. Il y a de toute façon le phénomène d'invasion virale qui peut entraîner des diarrhées, mais il n'est pas dit que les phénomènes inflammatoires, microvasculaires et thrombotiques n'entraînent pas également des diarrhées, et que ces symptômes soient dus également en fait à une atteinte capillaire au niveau du tube digestif. Mais tout cela n'est pas encore démontré. Pour ce qui est des atteintes ophtalmologiques, alors elles sont au final assez rares chez les patients hospitalisés, mais plutôt fréquentes en ville. C'est pour ça que dans les données ISARIC, qui sont essentiellement basées sur les patients hospitalisés, ces symptômes sont assez peu fréquents, mais en médecine de ville, ça semble être un peu plus fréquent. Alors l'atteinte la plus fréquente est la conjonctivite, que l'on voit sur les images en haut à gauche, mais des travaux ont été faits chez des patients même asymptomatiques sur le plan ophtalmologique, des patients qui avaient une infection par le SARS-CoV-2, et il était mis en évidence des petites atteintes péricapillaires à type de nodules cotonneux, comme on appelle cela. Vous voyez des petites taches blanches autour des capillaires, et donc ça peut également signer une atteinte du système nerveux central et microvasculaire, mais qui reste parfois totalement asymptomatique. Les aspects psychiatriques de la pathologie, qui ne sont vraiment pas à négliger, peuvent être dus à plusieurs éléments. Tout d'abord, l'atteinte du virus au niveau cérébral, qui est une hypothèse à ne pas mettre de côté. La réaction inflammatoire également, qui peut entraîner des tableaux d'encéphalite et donc de décompensation psychotique ou psychiatrique chez des patients susceptibles. Et il y a également le contexte, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation de pandémie avec des mesures sanitaires importantes qui changent notre mode de vie, la sédentarisation, le confinement, qui peut entraîner des décompensations de troubles psychologiques sous-jacents. Et donc il y a un travail de revue sur l'ensemble des articles sortis sur les troubles psychiatriques secondaires à des infections à coronavirus, et il s'avère qu'à la phase aiguë, ils sont très fréquents, avec près de 60% des patients qui présentent au moins un symptôme de type anxiété, dépression, confusion. Et à la phase plus éloignée de la phase aiguë, eh bien, ces symptômes semblent persister encore chez un nombre non négligeable de patients. Et donc cette valeur, par exemple, de près de 18% pour
les troubles de mémoire, la question est est-ce que cela est le cas pour d'autres types d'infections ou est-ce que ce sont les mêmes plaintes en population générale? Donc cela, ça nécessite des travaux à venir. Alors ma conclusion, elle est surtout sous forme de question, au sens où on sait encore assez peu de choses sur les formes extrapulmonaires de la pathologie Covid-19, en tout du moins sur les origines exactes physiopathologiques. Et il est très important de travailler sur ces causes pour comprendre au mieux cette pathologie. Il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce qu'il y a un symptôme qu'il est forcément lié à la maladie. Et donc, comme on l'a vu, il y a une grande hétérogénéité de symptômes. Il est possible que certains ne soient au final pas du tout liés au virus en lui-même, mais qu'ils soient juste contemporains de cette infection. D'où l'importance de travailler sur la physiopathologie. Après, il faut bien garder cela en tête, il y a le virus, mais il y a également l'épidémie, qui est un phénomène social majeur, qui peut entraîner un certain nombre de symptômes, et qui peut majorer également des symptômes lorsqu'on est atteint de l'infection par le SARS-CoV-2. J'ajouterais que la plupart des articles dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont des articles réalisés sur des patients qui ont été suivis à l'hôpital ou par des hôpitaux. Et il y a donc une méconnaissance encore à l'heure actuelle des symptômes que présentent les patients en ville et des patients qui sont donc moins graves. Il y a probablement des formes, des associations de symptômes qui sont plus retrouvées chez les patients qui ne sont pas hospitalisés comparativement à ceux qui sont hospitalisés. Et enfin, pour ces symptômes extra-respiratoires, la question va se poser de quel traitement pour les atteintes spécifiques d'organes autres que le poumon. Est-ce que c'est un traitement antiviral qu'il va falloir mettre en route pour éviter ces symptômes, ou est-ce que c'est un traitement anti-inflammatoire ou antithrombotique? Tout cela nécessite de meilleures connaissances de la physiopathologie de la maladie. Et enfin, ces symptômes peuvent probablement rester dans le temps, et donc il va convenir de suivre à l'avenir ces patients sur des périodes beaucoup plus longues pour s'assurer de la disparition de l'ensemble de ces symptômes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur les conséquences de l'infection par le SARS-CoV-2 au niveau des autres organes que le poumon.